Aiguisez vos lames, gonflez votre torse, hurlez de toutes vos forces et tâtez vos biceps, car est venu le temps de la mythologie nordique. La mythologie nordique regroupe les croyances des peuples païens qui vivaient en Europe du Nord. L'Islande, la Scandinavie, par là quoi. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un païen, il s'agit tout simplement d'une personne qui croit en l'existence de plusieurs dieux, un polythéiste. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un païen, il s'agit tout simplement d'une personne qui croit en l'existence de plusieurs dieux, un polythéiste. Cette mythologie, donc, découlerait d'une mythologie plus ancienne, la germanique. Néanmoins, les différences sont minimes, les noms des dieux changent légèrement, les mythes diffèrent quelque peu, mais on peut aisément relier les deux. Les sources qui ont aidé les historiens à retracer cette fresque compliquée datent pour les plus importantes du XIIIe siècle. Avant cela, les récits se transmettant de manière orale, peu de traces subsistent. Et c'est bien là un problème, puisque ces pays nordiques ont été christianisés en masse avant cette période. Les récits écrits à cette époque peuvent donc être considérés par certains comme altérés par une main chrétienne qui aurait pu arranger un peu l'histoire en fonction de sa propre culture. Au XIIIe siècle fut rédigé un ensemble de poèmes mythologiques, l'Edda poétique. Ce véritable recueil placé au sein d'un codex, le Codex Regius, rassemble des poèmes et des chants allant du 8e siècle au XIIIe. Au XIIIe siècle fut rédigé un ensemble de poèmes mythologiques, l'Edda poétique. Ce véritable recueil placé au sein d'un codex, le Codex Regius, au XIIIe siècle fut rédigé un ensemble de poèmes mythologiques, l'Edda poétique. Ce véritable recueil placé au sein d'un codex, le Codex Regius, rassemble des poèmes et des chants allant du 8e siècle au XIIIe siècle. C'est la source principale d'information qui nous permet aujourd'hui d'en savoir un peu plus sur la mythologie nordique. Le deuxième ouvrage de référence fut rédigé par un historien islandais, Snorri Sturluson, et intitulé l'Edda en prose, plus communément appelé l'Edda de Snorri. Le travail de Sturluson était de rendre ces récits plus accessibles et surtout d'en garder une trace. Snorri était historien, écrivain, homme politique, mais surtout chrétien. Et cela implique, comme nous l'avons vu auparavant, que ces textes, bien que riches en informations, soient aujourd'hui sujets à de nombreux débats. Le deuxième ouvrage de référence fut rédigé par un historien islandais, Snorri Sturluson, et intitulé l'Edda en prose, plus communément appelé l'Edda de Snorri. Le travail de Sturluson était de rendre ces récits plus accessibles et surtout d'en garder une trace. Snorri était historien, écrivain, homme politique, mais surtout chrétien. Et cela implique, comme nous l'avons vu auparavant, que ces textes, bien que riches en informations, soient aujourd'hui sujets à de nombreux débats. Quelques autres ouvrages nous ont permis d'en savoir un peu plus sur la mythologie nordique, comme les sagas. Néanmoins, celle-ci reste assez floue et sujet à controverse.
Qu'est-ce que les runes? Why? Time. She. La mythologie nordique, longuement oubliée, fut redécouverte au XIXe siècle, notamment à travers le mouvement romantique, alors en pleine expansion en Europe. Si on peut faire des parallèles avec la mythologie grecque, elle reste malgré tout bien différente sur de nombreux points. En effet, une place plus importante est donnée à la vie et à la mort. Et c'est bien l'une des grandes différences avec les croyances grecques, car dans la mythologie nordique, les dieux sont tout à fait mortels. Tout comme la mythologie grecque que nous venons d'évoquer, au commencement il n'y avait que le chaos, un gouffre vide, un abîme sombre que l'on nommait le Ginnungagap. Au nord et au sud de ce chaos sont apparus les deux premiers mondes de l'univers. Au sud, le monde de la chaleur et de la lumière, le Muspelheim, et au nord, le monde des ténèbres et de la glace, le Niflheim. Au centre de ce dernier se trouve une fontaine, Vergheimer, et de cette fontaine partent 12 fleuves qui tombent dans le Ginnungagap, formant ainsi de nombreuses couches de givre. La chaleur et le feu dégagés par le Muspelheim rentrèrent alors en contact avec les rivières glacées du Niflheim. Le givre du Ginnungagap se mit à fondre, et c'est de ces gouttes qu'émergea la vie sous la forme du premier géant de glace, Ymir.